Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux et nombreux ce soir chez Carib. On est très heureux de vous accueillir pour une soirée où l'auteur n'a pas pu être là, pour des raisons qui vous seront expliquées un peu plus tard. Mais on est très content en tout cas d'avoir l'un de ses traducteurs et un exégète et quelqu'un qui a su parler magnifiquement déjà de cet auteur ici même, dans cette librairie, il y a presque 4 ans. C'est vrai. Donc Fabrice Collin et Nicolas Richard. Et bon, on est très content parce que ce soir, il y a enfin, on va en parler une bonne partie de la soirée. Il y a un travail assez incroyable qui est sorti donc cette semaine ou la semaine dernière, enfin en tout cas à l'instant ou presque, qui s'appelle "C'est tout ce que j'ai à déclarer" et qui est l'œuvre poétique complète en édition bilingue de Richard Brotigan. Et c'est un travail qui est assez impressionnant, parce que bon, évidemment, ça avait jamais été fait. Une partie de la poésie de Brotigan avait été traduite en français. 60% à peu près, je dirais. Enfin, mais, Nicolas me corrigera. À chaque fois que j'ai une bêtise, n'hésite pas à me corriger. Hein. Je ne prononce pas Mais en gros. Mais voilà, et là, il y a un travail qui a été fait. En plus, c'est une édition bilingue. Donc, une édition bilingue, c'est beau parce que c'est une prise de risque. Ça veut dire que les traducteurs acceptent de se mettre sous la loupe des lecteurs qui vont dire non, mais pourquoi il a écrit ça? Enfin, alors qu'évidemment, quand on ne le fait pas en bilingue, c'est tout facile. Le mec qui aille chercher le texte original, on prend beaucoup moins de risques. Donc, bravo. Enfin, c'est un super texte. Hein. Enfin, un ensemble de textes. Et puis bon, je crois que ça fait plaisir à beaucoup de gens qui sont là ce soir de parler de Richard Brotigan, quelqu'un donc de prématurément disparu juste avant ses 50 ans, dans des circonstances tragiques qu'on évoquera certainement parce que ça joue un petit peu aussi sur le climat de cette poésie. Et donc voilà. Donc, je vais faire un très bref rappel en fait pour ceux qui l'ignoreraient, mais sur qui était Richard Brotigan, mais vraiment en quelques mots. Et puis ensuite de commencer à parler de ses textes et de sa poésie, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc c'est quelqu'un, voilà, je ne sais pas faire la bibliographie, sinon il y a des superbes fiches disponibles sur Internet. Et c'est quelqu'un qui s'est quand même pointé en 1956 à San Francisco. Il avait 21 ans, si je ne me trompe. Stop, c'est bon, je pense. Tu en as presque déjà trop dit. Non, mais il venait d'une enfance. Alors, ce qui est marrant, enfin, moi, ce que j'ai découvert peu à peu, c'est qu'il a eu une enfance terrible. Enfin, vraiment terrible. Extrêmement difficile. Atroce. On en parlera peut-être sur ce que ça veut dire, vraiment atroce, mais entre la pauvreté et les maltraitances, c'était vraiment quelque chose de pas drôle. Donc, dans les États de Washington et de l'Oregon, ce qu'on appelle le Nord-Ouest américain. Donc, à la fois avec évidemment une proximité de la nature, et c'est vrai que parfois ces histoires de pêche à la truite, c'est pas complètement anodin malgré tout. Mais donc, il s'est pointé à 21 ans à San Francisco. En essayant d'accrocher le wagon de la Beat Generation, donc de gens qui avaient 10 à 15 ans de plus que lui, qui étaient Kerouac, Ginsberg, même Ferlinghetti. Et c'était pas facile. En fin des années 50, tout début des années 60, c'est quand même un va-nu-pied, pas très cultivé, qui en avait assez honte d'ailleurs, je crois. Et puis bon, oui, il écrivait de la poésie, il écrivait des poèmes, les gens disaient ouais c'est pas mal, c'est pas inintéressant quoi, mais ça fait pas vraiment partie du truc quoi, hein, t'arrives un peu tard, t'es pas vraiment partie du cénacle, mais bon il s'est accroché, et puis il y a eu il s'est quand même fait refuser donc 4 textes qui ont été publiés par la suite, mais donc son premier éditeur en fait a publié le Général Sudiste de Bixer, qui était un roman poétique mais un roman qui a été un échec commercial retentissant, qui quand il en parle, parfois de lui, Richard Brotigan plus tard, il dit qu'il était en solde, il était chez les soldeurs, quoi, son livre, et ces 3 manuscrits suivants, son éditeur en voulait pas, quoi. Et puis une fondation comme il y en avait à San Francisco dans ces années, donc 65-67, a dit ouais c'est important, enfin après on en parlera peut-être un peu plus sur ce qu'il était lui dans la rue, quoi, à San Francisco à ce moment-là, on parle vraiment de la rue, hein. Et ça a été édité, et tout à coup, l'espèce de truc impensable, ça accroche, ça touche une résonance avec le Flower Power, les hippies de San Francisco, Haight-Ashbury, tous les gens qui venaient de l'ensemble des États-Unis ou du reste du monde pour vivre quelque chose dans ces années-là à San Francisco, et le truc commence à se vendre, quoi. Et à se vendre, on parle de centaines de milliers d'exemplaires. D'un seul coup, le reste des États-Unis se dit mais c'est qui ce type, d'où il sort, et c'est le succès. Et après, certains disent, et je crois que c'est pas entièrement faux, qu'il a passé
les 27 années suivantes de sa vie à gérer en fait ce succès qu'il recherchait de toutes ses forces, mais qui était d'une certaine façon complètement invraisemblable et inespéré, et que ça a posé beaucoup de complexité dans sa vie. Après, moi, je suis pas un grand fan, même chez quelqu'un comme Brotigan, où plein de choses sont flagrantes, hein, le rapport entre sa vie et ce qu'il écrit, entre son enfance, dont il parlait très peu à ses amis, y compris dans les rencontres littéraires, dans les innombrables lectures poétiques, dont on aura un exemple ce soir, parce qu'on a un très bon interprète de Richard Brotigan, qui est Nicolas Richard. Il parlait peu de son enfance, c'est quelque chose qu'il a longtemps tenu secret, enfin, à quel point. Et en fait, c'est les biographes, c'est sa fille, son ex-femme, qui, au fil des années, ont révélé finalement beaucoup de choses sur ce qu'il avait vécu, ou sur ce qu'on pense qu'il avait vécu. Mais l'écriture n'en est pas nécessairement un témoin direct. Il reste quelque chose qui est assez magique. Je pense que tous ceux parmi vous, et ils sont nombreux, qui connaissent tout ou partie en fait de l'œuvre de Brotigan, donc plutôt ses romans, sa prose poétique, parce que sa poésie est paradoxalement moins connue, alors que c'est ce qu'il a écrit tout le long de sa vie, enfin, du tout début jusqu'à la fin. Avant tout, il a écrit de la poésie, et il écrivait les romans parce que il y croyait, parce que c'était important, parce que c'est ça qui avait une chance de se vendre aussi, et d'avoir du succès. Et il y a une écriture qui est assez incroyable, qui est assez unique. Je pense que il y a beaucoup de choses qui ressemblent à l'écriture de Brotigan, et il y a peu de choses qui collent en fait à ça, à ce sens de l'image. Alors il y a plein de choses qui ont été évoquées, et on va le réévoquer ce soir, mais c'est quelqu'un qui a une vie à la fois très banale, parce que c'est quelqu'un qui, à part quelques voyages promotionnels, ou quasiment, hein, en Europe, et on en reparlera de son amour dans la deuxième partie de sa vie pour le Japon, chose évidemment très important pour lui. Mais sinon, c'est quelqu'un qui a au départ extrait sa matière de San Francisco, le nord-ouest américain, donc l'Oregon et l'État de Washington, un peu rural, et puis c'est tout, quoi. Enfin, et qui a pourtant extrait pendant 5 ou 6 ans, et notamment pendant ses 4 premiers romans, une magie assez extraordinaire. Donc voilà, je suis pas sûr que ça décrive complètement le personnage de Brotigan, qu'on peut pas épuiser comme ça en 4 minutes 30, mais ça donne une idée en fait de qui on parle ce soir. Ouais. Donc, voilà. Peut-être avant que tu fasses une intervention magistrale, comme tu en as l'habitude, je pourrais peut-être juste lire 2-3 petits poèmes comme ça à fond, qu'on voit de quoi on parle. Exactement. Bon, voilà, allons-y. Hansel et Gretel. J'ai toujours voulu écrire un poème sur Hansel et Gretel, traversant la forêt, laissant derrière eux des morceaux de tarte aux pommes pour former une sorte de pont entre rêve et réalité, suivi de gentils oiseaux embrassant les deux illusions comme des violons mangeant des morceaux de tarte aux pommes. Ça jette un froid. Une enfance passée à Tacoma. Si une porte était posée de côté, tu pouvais être le capitaine d'un sous-marin. La 1, feu. La 2, feu. Si une porte était accrochée debout droite, tu pouvais l'ouvrir et entrer dans la cuisine. La maison des vieux. La seule chose à faire pour regagner un peu de dignité humaine, après avoir chié au lit comme un bébé, est de se prendre pour Hannibal traversant les Alpes. Le facteur. L'odeur de légumes par une froide journée accomplit fidèlement un acte de réalité, comme un chevalier en quête du Saint Graal ou sur une route de campagne le facteur cherchant une ferme qui n'existe pas. Carottes, poivrons et groseilles, Nerval, Baudelaire et Rimbaud. On en reste là pour l'instant. Je peux un petit peu saper le... En aucun cas. Bon, moi, j'étais effectivement venu ici il y a 3-4 ans, hein, 4 ans. Presque 4. Ouais, presque 4. Tu tiens les comptes, en fait. Intéressant. C'était le libraire d'un soir, quoi. Donc, on était censé présenter des bouquins qui nous tenaient à cœur pour tout un tas de raisons. Et voilà, moi, j'avais parlé de Un privé à Babylone, qui était pour moi un roman charnière, un premier contact assez fort avec
la littérature américaine et la littérature de cette époque, et je devais avoir 15-16 ans quand j'ai découvert ce livre. Et ensuite, bon, j'ai lu un peu tout le reste dans la foulée, et longtemps, j'ai gardé de Brotigan, parce que je me suis pas spécialement renseigné, l'image d'une sorte de Ravi de la crèche, quoi, de beatnik, qui écrivait des trucs poétiques, presque surréalistes, avec des tonalités assez drôles, avec une petite pointe de mélancolie, de tragédie et de bizarrerie parfois, mais voilà, ça n'allait pas plus loin. Je savais rien de la vie de cet homme, et d'une certaine façon, j'avais pas envie d'en apprendre plus. Puis il s'est passé un truc il y a une quinzaine d'années, anecdotique mais marrant. Je cherchais à déménager, en fait, dans le 15e arrondissement, ça s'invente pas. Et alors, on visitait des apparts de gens pour voir des maisons, parce qu'à l'époque, c'était pas si cher qu'aujourd'hui. Et à un moment, voilà, on prend contact avec un type qui a une baraque qui avait l'air intéressante, et on arrive chez lui, et la baraque est remplie de bouquins, un petit peu comme ici, avec un lit et une cuisine, quoi. Partout dans les escaliers, etc. Et beaucoup de livres anglo-saxons, et beaucoup de livres en version originale. Et ça, généralement, ça trompe pas, quoi. On se dit, ça, c'est un mec qui bosse dans le milieu de l'édition. Et on commence à discuter un petit peu, et puis bon, l'appartement, il y avait trop de bouquins pour qu'on puisse se rendre compte, en fait, de ce qu'on pouvait. Voilà, on n'arrivait pas à se projeter, mais lui, on savait qu'il déménageait aussi pour ça, parce qu'il n'avait plus de place, quoi, pour ses livres. Puis je vois John Fenton, Brotigan, tout ça, puis par la suite, on hésitait quand même. J'ai pris son nom, je suis revenu chez moi, et je me suis dit, Marc Chentier. Marc Chentier, donc, un traducteur de Brotigan, découvreur de Brotigan. Et puis par la suite, donc j'ai repris contact avec lui. J'ai pas acheté sa maison, c'est bien dommage, mais du coup, je me suis intéressé à la vie de cet homme dont lui m'a un petit peu parlé, et qu'il a rencontré quand Brotigan est venu. Je sais pas s'il est venu plusieurs fois en France, une seule fois, il me semble. Hein, sur la fin, vers 83, sur la fin, invité par Bourgois. Voilà. Un petit peu à la Bukowski, c'est-à-dire le mec arrive, il est à moitié bourré tout le temps, ça se passe pas si bien que ça pourrait se passer, mais en tout cas, bon, en France, ses livres sont, enfin, son œuvre est accueillie avec beaucoup de sympathie et d'indulgence, alors qu'aux États-Unis, il est vraiment sur le déclin. Ça qui est assez curieux, c'est que finalement, son heure de gloire ça dure moins longtemps que les Beatles, sauf que lui, il a continué à écrire. Et il y a un pic dans les années 67, 69, 70. Et puis après, ça s'arrête presque aussi rapidement que ça a commencé. Et c'est assez curieux parce que, comme tu l'as souligné, il a quand même ça fait un petit moment qu'il écrit, dans les années 50, 60, des poèmes. Bon, il essaye de se greffer un peu à cette scène de la Beat Generation. Et puis tout d'un coup, ça commence à marcher, avec notamment donc ce bouquin qui s'appelle La pêche à la truite en Amérique, qui est pas forcément d'ailleurs son texte le plus facile ou le plus direct. Et le livre marche très bien. Il y a un éditeur qui le rachète, qui en rajoute 2 autres, et qui fait un volume un petit peu comme celui-ci, quoi. C'est-à-dire qu'avec 3 romans dedans, là. C'est pas celui-là, mais ça aurait pu. Et ils en vendent, je crois, 300 000, hein, il me semble. Et donc là, c'est l'explosion. En premier tirage, ouais. Enfin, bon. Et c'est à la fois pour lui assez dévastateur. Forcément, il n'est pas préparé, il est pas équipé, outillé pour ce succès. En même temps, il crache pas dessus, donc il va s'acheter des baraques à droite à gauche, dont une à Bolinas en Californie, et puis une autre dans Montana, il me semble, où il a aussi un certain nombre de copains. Et juste Bolinas, pour situer, enfin, ce que c'est important quand même, ouais. C'est ce qu'on appelle le comté de Marin, en fait. C'est donc juste de l'autre côté du Golden Gate. Hein, c'est le nord de San Francisco, donc on franchit le pont, et c'est plus San Francisco, mais c'est à un quart d'heure ou 20 minutes de voiture du Golden Gate Park et de Haight-Ashbury. C'est ici les Moulineaux, quoi. Ben oui, c'est vraiment un truc étonnant à l'époque. Ici les Sausalitos. Sausalitos. Ouais, mais c'est vraiment étonnant à l'époque parce que, enfin, et c'est encore le cas un peu aujourd'hui, hein, c'est vraiment un truc qui est très rural, mais qui est à 15 km de San Francisco. Enfin, et donc c'est pas du tout neutre par rapport effectivement à son ressenti
et à son ambiguïté par rapport à tout ça. Et après, le ranch dans le Montana, bon, c'est cette baraque a une histoire parce qu'elle elle serait hantée, quoi. Enfin, quand il l'achète, je crois qu'il est au courant, d'ailleurs. Celle de Bolinas ou celle de Bolinas? De Bolinas. Non, celle de Bolinas. Ouais. Non, peut-être aussi, mais Bolinas, elle est hantée par le fantôme d'une servante chinoise. Et pour l'anecdote, c'est dans cette maison que, une servante chinoise qui se serait suicidée dans cette maison. Ouais. Une très belle maison face à la mer et tout, et lui s'est suicidé dans cette maison. Bon, on y reviendra parce que le suicide, c'est 1984. On va axer notre présentation sur le suicide. On va en parler très longuement. Mais dans cette toute petite bio, qui est un bout de biographie, en fait, c'est pas une biographie extensive. Nicolas nous en dira un mot sur. Il y a des vraies grosses biographies sérieuses, profondes et riches sur Brotigan. Ça, c'est plus. Il y a beaucoup de sincérité, il y a un peu d'opportunisme. C'est un ami de Brotigan qui sabote, qui a écrit donc Brotigan, un rêveur à Babylone. C'est bourré de choses intéressantes. C'est pas très complaisant, donc faut le prendre pour ce que c'est. C'est-à-dire que c'est un ami, mais il est pas tendre avec. Il aime Brotigan, mais il ne l'idéalise pas. Et il raconte notamment qu'au moment où il voulait acheter où il venait d'acheter cette maison à Bolinas, il y a quelques amis célèbres. Il avait quand même quelques amis célèbres, des grands écrivains également qui venaient. Et l'un d'entre eux notamment qui s'est littéralement barré en courant. Dit mais je reste pas une seconde de plus dans cette maison, il y a un fantôme, quoi. Et il y a quelque chose de bizarre autour de cette maison. Ouais. Si je vais faire une toute petite parenthèse à propos de cette bio là de qui sabote, voilà l'objet. Il y a un aspect que je trouve assez chouette en fait, c'est il arrive à décrire une ambiance du San Francisco du milieu des années 60 pendant quelques années, pas beaucoup après, pas très longtemps après 68, ouais c'est ça. Et c'est assez beau en fait. Il décrit aussi bien l'ambiance que la végétation, que l'état d'esprit, et finalement je trouve qu'indirectement ça parle aussi de l'état d'esprit dans lequel était Brotigan, aussi bien dans sa poésie que dans ses romans. Et puis c'est vrai qu'il y a une façon, en revanche, c'est peut-être la partie où il est le plus sincère, parce que c'est aussi probablement l'époque où ils sont le plus proches, et sans que les enjeux de la célébrité, en fait, de Brotigan, qui vont quand même transformer ses rapports de fait, avec les gens, passer le succès de la pêche à la truite. Brotigan, que lui ait changé ou pas, son rapport aux gens change. Le type qui vend 300 000 d'abord, puis 800 000, puis 1 million d'exemplaires, qui a plein de pognon, qui commence à acheter des ranchs dans le Montana, c'est plus la même personne. Qui pose avec ses petites copines sur les couvertures de ses bouquins parce qu'il est assez content de se taper plein de nanas à partir du moment où il commence à vendre plein de livres. Et dont le succès est très mal vu par, on va pas parler d'intelligentsia parce que c'est pas le propos, mais enfin, en tout cas par ses confrères, puisqu'on dit à un moment que Ginsberg, par exemple, a la dent un peu dure contre lui, on dit c'est de tous largement le plus gentil. C'est-à-dire que il faut se remettre dans le concept d'un type qui écrit des espèces de petits bouts de poèmes qui compose ses romans un peu comme ça parfois, c'est-à-dire qu'il se dit voilà, j'ai pas mal de poésie, je rajoute des trucs un petit peu, ça va faire un peu une histoire et paf, j'en vends 500 000. C'est un peu dur à avaler pour les autres qui galèrent à côté, et cette espèce de côté enfantin, en fait il sait pas vraiment écrire, il peut pas faire mieux que ça. C'est-à-dire que la vraie question c'est est-ce que c'est un style, est-ce que c'est un mode opératoire, ou est-ce que vraiment il en est réduit à ça? Est-ce que c'est cette naïveté, cette candeur qui va toucher les gens et faire vibrer une corde chez eux? Quoi qu'il en soit, les livres se vendent extrêmement bien à partir d'un certain moment, et les vrais auteurs, entre guillemets, enfin ceux qui sont pas ces véritables amis, certains sont choqués par ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que voilà, on s'est trompé, quoi. Il y a une imposture brotillane. Ce qui fait que quand ça va retomber, dans les 70, là, il va plus compter ses copains. Mais il y en a quand même, il y a des fidèles, Don Carpenter, notamment. Il y a Thomas McGuane. Thomas McGuane, ouais. longtemps. Ils se fâcheront sur la fin. Mais il y a Jim Harrison aussi, me semble-t-il. Bon. Alors, là, il y a un truc marrant dans la... Hopper, l'acteur, lui, cette fois, Dennis Hopper sera un ami vraiment proche, et no questions asked, c'est-à-dire vraiment... Oui, alors bon, il y a un moment où la liste des amis, forcément, de Brotigan ressemble un petit peu à un who's who californien des années 70 et du Montana, et
Il y en a un qui va lui piquer une de ses femmes d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est un peu open bar, c'est comme Coluche, quoi. C'est-à-dire qu'il fait, tout le monde vient à la maison, voilà, et puis il se passe ce qui doit se passer, et c'est pas toujours super pour lui. Alors là, il y a un recueil de romans de Brotigan dans lequel Marc Chentier, qu'on a évoqué tout à l'heure, fait une préface qui est assez marrante parce que il louvoie, il sait pas comment présenter sa préface, et il se dit voilà, je vais écrire quelque chose de sérieux avec des chiffres, des faits, du solide. Ça fait une page, ça part dans tous les sens, mais ça résume assez bien la vie du bonhomme et ses contradictions. Brotigan a voté pour Johnson en 64 parce qu'il pensait qu'il mettrait fin à la guerre. Après, il a plus voté. Sa fille a voté pour Reagan. Il est né en 35 à Tacoma, dans l'État de Washington. Dans l'État du Washington, il pleut beaucoup. Brotigan aimait la pluie. Son bar favori à San Francisco, c'était Enrico's. Aux environs du début octobre 84, il s'est tué à Bolinas. La maison valait environ 65 000 $. Son ranch dans le Montana faisait 42 acres. Il a vendu 743 exemplaires de son premier livre en prose. Il a vendu 2 millions d'exemplaires du suivant. Celui-ci, c'était le premier qu'il a écrit, l'autre, c'était le second. L'arme avec laquelle il s'est tué, c'était un 44 Magnum. Pas comme on dit dans le journal. Dans les années 40, il a un peu élevé sa petite sœur parce que leur maman les avait abandonnés à Great Falls. Dans les années 50, il a été télégraphiste. Dans les années 60, il a été pauvre. Dans les années 70, il a été riche. Dans les années 80, il a été mort. 42 acres, ça faisait dans les 17 hectares. Great Falls, c'est aussi dans le Montana. Sa première femme s'appelait Virginia Adler, on dit Jenny. Sa deuxième femme s'appelait Akiko, comme ça se prononce. Le pistolet, il l'avait emprunté 15 jours avant de s'en servir. À Jimmy Sakata, le propriétaire du Show-Shows. Le soir de Noël 55, dans l'Oregon, il a jeté une pierre dans la fenêtre du commissariat pour se faire arrêter. À l'hôpital d'État de l'Oregon, on l'a déclaré paranoïaque et schizophrène, pour le même prix, pas cher. Quand il est mort, il avait dans les 150 000 $ de dette. Son papa, il l'a pas connu. Enfin, il n'était pas sûr. Une fois, il a passé 1 an au Keio Palace Hotel de Tokyo. La chambre au Keio Palace Hotel de Tokyo coûtait 145 $ la nuit. C'est cher. Son orthographe n'était pas bonne. Dans ses lettres, il faisait des fautes. Il y en a une à la fin de La pêche à la truite, mais celle-ci, c'est exprès. Son premier mariage, c'était fini en 63. Yante, sa fille, était née en 60. Le divorce a été prononcé en 70. Donc, ouais, cette femme-là, c'est celle qui s'est mariée avec un de ses copains. Dans le Montana, le ranch était au bord de Pine Creek. Il y est retourné au Keio Palace Hotel en 82. La Pine Creek se jette dans la Yellowstone River. Il adorait Diva, un film de Jean-Jacques Benex. La dame qui est sur la jaquette de Tokyo Montana Express, c'est Takako Shina. Takako Shina tenait un bar littéraire à Tokyo. Le bar s'appelait Le Berceau. C'était vers 73 que Brotigan a emménagé dans le Montana. Entre 68 et 75, il a gagné à peu près un demi-million de $. En tout, peut-être 1,5 million. 15 jours avant de se tuer, il avait revu Akiko par hasard dans la rue. Akiko l'avait quitté. Il était impossible à vivre. Akiko, elle l'a bien, elle a engagé un avocat pour le divorce et elle l'a bien essoré, quoi. Ça a pas dû aider. Mais il faut dire qu'il gagnait plein de fric. Bon. La sœur de Brotigan, son prénom, c'est Barbara. Brotigan ne parle jamais de ses sœurs. Il a, je crois, rompu tout lien avec. Et tout à l'heure, il a été fait mention de son père. Son père, quand il est mort, a déclaré qu'en gros, il savait pas qu'il avait un fils, quoi. C'est-à-dire que la mère de Brotigan s'est barrée enceinte. Alors, les sœurs ont une version différente, je crois. C'est-à-dire que, bon, c'est pas clair cette histoire, mais enfin, toujours est-il que, voilà, le père est parti et il savait rien de son fils. Ils se sont jamais vus. La sœur de Brotigan, son prénom, c'est Barbara. Richard a commencé à boire et à avaler des pilules dans les années 60. Une semaine, il a passé en prison dans l'Oregon en 55. On a trouvé son corps le 25 octobre 84. Entre Ginny et Akiko, il a vécu 2 ans avec une dame qui s'appelait Siu Hua Bae. Elle n'a pas réussi non plus à comprendre comment fonctionnaient ses humeurs. Dans la pièce où Brotigan écrivait, elle a vu sympa avec lui en revanche. Hein. Ouais. Dans le. Ouais. C'était peut-être ouais. Elle a vu jusqu'à 6 caisses de Dickel empilées jusqu'au plafond. En partant au Japon, il emportait des petites poupées E.T. pour donner aux enfants. Donc ça, c'était vraiment vers la fin. Creepy. Ouais, Zarbi. Là, il y a un truc important, c'est vraiment ce qu'il fait dans le commissariat quand il arrive à un moment. Il est vraiment au fond du trou, quoi. Quand il a, et on sait pas très bien pourquoi il fait ça. En 55. En 55, ouais. Il arrive dans le commissariat et il dit je vais faire une connerie, il va falloir m'arrêter. Et là, il balance une ville dans la fenêtre, donc les mecs font bon, bah d'accord.
Et après, il va en HP, on lui fait des électrochocs, enfin ça tourne pas exactement comme il avait pensé, quoi. Mais il voulait être interné en HP Ouais. en réalité. C'est pour des raisons qui restent encore aujourd'hui mystérieuses, enfin parce que malgré le travail des biographes, des témoins, enfin et tout, on sait pas trop. Est-ce que c'était effectivement pour franchement avoir le gîte et le couvert pendant quelques mois parce qu'il était tellement au fond du trou financièrement que finalement l'asile psychiatrique c'était un moindre mal? Ou est-ce qu'il avait effectivement l'impression qu'il allait faire sinon des conneries beaucoup plus graves encore? Enfin, ça reste non élucidé, quoi. C'était un moment. Mais c'était un an seulement avant qu'il débarque à San Francisco. Finalement, tout, je vais pas dire tout pimpant, faut pas pousser. Je pense que le mot pimpant est un mot qui s'applique pas à Richard Bretigan. Mais en tout cas, avec une certaine envie d'en découdre, quoi. Enfin, parce qu'il arrive quand même à San Francisco, c'est pour essayer d'exister littéralement, quoi. Il a eu envie à ce moment-là. Oui, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y en a dans l'audience qui ne connaissent pas du tout Richard Bretigan? Ou est-ce que tout le monde a lu un ou deux textes de lui? Ouais, il y en a qui connaissent pas du tout. D'accord. J'ai un extrait de La pêche à la truite. Ouais, très bref, mais vraiment. Ce qu'il faut peut-être dire juste avant que tu lises, c'est aussi que la critique a été problématique pour Bretigan, la critique littéraire, parce que à partir du moment où il a eu un succès phénoménal, il a été un peu dénigré par la critique intellectuelle solide. Et en revanche, ceux qui ont écrit sur Bretigan, et il y en a eu évidemment, étaient plutôt sur un mode c'est formidable, c'est génial, c'est extra. Alors avec le vocabulaire de l'époque, ça devait être c'est vachement chouette. Et puis ça s'arrêtait un peu là. C'était cool. Et avec éventuellement des éléments biographiques sur le bonhomme, mais il n'y a pas eu véritablement d'analyse sérieuse sur ce qu'il apportait en termes en termes littéraires. Et ça, on en reparlera certainement. Mais enfin, il y a effectivement une véritable force. Ces petites vignettes d'apparence facile, là, les easy vignettes, comment dire, Easy Rider, c'est vraiment c'est une façon quand même de miner, une façon de raconter les choses. Et ça, finalement, ça n'a pas eu de place. Et à partir du moment où il a plus de succès, dans les années 70, il y a eu un véritable vide critique. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup vendu, donc il était discrédité, et personne s'était intéressé et c'est visiblement quelque chose qui, lui, l'a travaillé, alors que c'est quelqu'un, au départ, qui n'est évidemment pas du tout... c'est pas un arriviste, ouais. C'est pas un arriviste, c'est quelqu'un qui n'a pas fait du tout d'études universitaires, de lettres, d'ateliers de littérature créative. Enfin, il est vraiment... il a écrit à partir de ses sources et de son envie, mais il s'est quand même retrouvé dans un espèce d'espace assez bizarre dans ces années justement du succès entre 67 et 70, hein, disons au sommet où là c'est que ceux qui détenaient en fait l'arsenal critique de la côte ouest, donc en fait la Beat Generation, le voyaient quand même voilà, comme le disait Fabrice, Ginsberg était le plus gentil avec lui et le traitait quand même de sous-poète et de sous-merde, quoi, hein, et c'était le plus gentil. Les autres n'en parlons même pas. Enfin, Kerouac était haïssable avec lui, Ferlinghetti voulait même plus le laisser rentrer chez City Lights, quasiment. Alors que c'était la librairie City Lights de San Francisco qui venait déposer depuis les années 57-58 ces recueils de poèmes faits maison, qui déposaient à l'unité, et il revenait tous les 3 mois chercher les 75 cents qu'il avait gagnés. Et puis c'est vrai que la vraie critique littéraire académique américaine, qui elle est vraiment côte Est, les grandes universités de la côte Est, un truc là franchement de hippie avec les fleurs dans les cheveux à Itagebury où ils sont tous drogués, ça nous intéresse juste pas, quoi. Enfin. Donc je suis, en fait, il a perdu sur les 2 tableaux, c'est-à-dire que la mouvance hippie a eu l'impression d'être trahie par ce mec qui vendait énormément à un moment, donc c'était plus possible. Et puis le versant sérieux de la critique le considérait juste pas, quoi. Ouais. Donc, Et c'est incroyable. Du coup, après, on en parlera parce qu'il y a eu plein de critiques qui se sont adressées à son écriture. Et ce qui est incroyable, je trouve, moi, c'est que quand on lit ça maintenant en 2016, en fait, on perçoit à quel point, bien sûr, il y a des défauts dans certains pans de l'écriture de Bretigan, comme presque tous les auteurs, à part peut-être Fabrice Collin et Nicolas Richard, et encore. encore une fois, en 2004. Mais sinon, il y a quand même une espèce de qualité profonde qui résiste vraiment, et ce qui fait sentir justement, bon, et ça c'est terrible, hein, mais la part de jalousie dans les critiques qui lui étaient adressées, quoi, qui apparaît avec du recul d'une façon flagrante, quoi. C'est que bon, le milieu littéraire n'est pas angélique, hein, on le sait, hein, bon,
Et c'était flagrant en 1968-1970. Je lis un tout petit extrait. Juste avant que tu lises l'extrait, parce que moi j'ai appris ça récemment en fait. Je l'ai traduit en fait. Ça fait déjà 25 ans que je l'ai traduit, mine de rien. Mais c'est récemment du coup un peu pour cette soirée que je me suis intéressé à des aspects biographiques. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, et finalement ce qu'on sent probablement inconsciemment quand on lit ces textes, que ce soit les romans ou les poèmes, c'est que dès le milieu des années 50, il écrit des poèmes et il accorde beaucoup d'importance à la façon dont c'est présenté. Il veut que ce soit un poème par page, contrairement à malheureusement on n'a pas pu tout le temps le faire avec le recueil de poèmes pour des raisons évidentes en version française, mais et surtout il fait des lectures dans des bars et il fabrique les objets, il va les déposer à City Lights, à San Francisco, mais il n'y a pas beaucoup d'autres lieux où le déposer. Donc il y a tout un travail artisanal comme ça qui est vraiment touchant, je trouve. Et puis René Hott avec les Diggers. Alors après, voilà, dans la foulée, il y a effectivement cette sorte de convergence du poète un peu seul, un peu bizarre. C'est quand même un weirdo ce type qui rencontre la mouvance des Diggers de Emmett Grogan, qui du coup ont des Ronéo, et il y a l'idée à San Francisco dans ces années, on parle de quoi, 65, 66, de la gratuité. Donc il y a des magasins. Allez, tiens, on va filer de la bouffe gratuitement, on va filer des vêtements gratuitement, et on va distribuer des poèmes gratuitement. Donc, Brotigan, je sais pas je sais pas qui pourrait dire à quel point c'est un hasard, à quel point c'est autre chose, mais se trouve dans cette mouvance et se trouve un peu parachuté, représentant de quelque chose dont il n'est pas spécialement le représentant. Et donc, après avoir été complètement underground à distribuer ses poèmes, à ses tout débuts, il vend ses poèmes, il les soumet à des magazines, et parfois il est payé, j'ai vu les chiffres, parfois il est payé 50 cents, parfois il est payé $1 pour le poème, pour la diffusion du poème dans tel magazine. Et puis effectivement, en l'espace de 2 ans, ça devient un phénomène de l'édition, un phénomène sociologique extrême. Voilà. Un très bref extrait, juste donc de La pêche à la truite en Amérique. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un texte qui avait été refusé, hein, enfin donc ce recueil qui fait à peu près 150 pages dans sa version française, puisqu'il est effectivement depuis 30 ans hein, présenté toujours en un volume double, en fait, avec La pêche à la truite en Amérique et Sucre de pastèque, qui est un deuxième roman qui procède du même esprit général, mais qui est quand même assez différent, et qui est paru 1 an plus tard, mais qui faisait partie du même batch de textes refusés. Des textes donc qu'il a écrits avant 1967, entre 64 et 67, et dont personne ne voulait. Enfin, en tout cas, aucun éditeur ayant pignon sur rue avant que la fondation, donc, dont le nom m'échappe, Four Seasons, en fait, le publie, voilà, pour que ça existe. Et donc, voilà, c'est de la prose, hein, mais... Je suis monté pêcher dans Salt Creek et j'ai pris une jolie petite truite d'Olive Arden, tachetée et mince comme un serpent qu'on s'attendrait à trouver à la devanture d'un bijoutier. Mais au bout d'un moment, je n'arrivais plus à penser qu'à la chambre à gaz de la prison de Saint-Quentin. Oh, Carrie Chessman et Alexander Robillard Vistas, comme si c'était des noms de lotissements de maisons individuelles. 3 chambres, moquettes et une plomberie à défier l'imagination. Alors il m'est apparu là-haut, sur les bords de Salt Creek, la peine de mort étant ce qu'elle est, une question purement administrative, sans les accords d'une chanson qui suit la voie de chemin de fer après le passage du train, ni de vibrations sur les rails, qu'on devrait prendre la tête d'un coyote tué par l'une de ces saloperies de machins au cyanure. Les vider, la faire sécher au soleil, et en faire une couronne, avec les dents en cercle posées sur le sommet du crâne, et une jolie lumière verte qui luirait sur ses dents. Du coup, les témoins, les journalistes et les accros de la chambre à gaz seraient obligés de regarder mourir devant eux un roi qui porte sur la tête une couronne en coyote, avec le gaz qui s'élève dans la chambre comme une brume de pluie dévalant la montagne des hauts de Salt Creek. Cela fait maintenant 2 jours qu'il pleut ici, et au travers des arbres, le cœur cesse de battre. Bon, mais voilà. Que dire de plus ? C'était juste pour voilà dire C'est pour rendre tout le monde joyeux. Mais alors moi c'est un des trucs que je trouve les plus paradoxaux parce que j'avais lu La pêche à la truite en Amérique il y a plus de 20 ans et je l'ai relu là, enfin pour cette soirée aussi parce que en fait on est tous des gros bosseurs. Enfin, j'espère que ça vous semble évident quand même. Et je m'étais dit ouais, oui, c'est triste. Enfin, il y a une tristesse, bien sûr, chez Brotigan. Et en même temps, c'est paradoxal. Enfin, quand on lit les poésies là de tout ce que j'ai à déclarer, ou quand on lit La pêche à la truite, ou Sucre de pastèque, ou même L'avortement,
dont le titre est une blague, hein, enfin pour vous rassurer, hein, quand même. Ça n'a rien à voir avec l'avortement en réalité, ça parle d'une bibliothèque de manuscrits dont personne n'a voulu. Donc, et oui, c'est des choses sombres ça, mais en même temps il y a une espèce de gentillesse et de bienveillance qui peut correspondre à ce qu'on évoquait tout à l'heure avec ce côté qui a souvent été reproché au flower power, de naïf, puis de façon tellement droguée qu'ils se rendent pas compte de la vraie vie. Et en fait, moi je trouve que c'est pas du tout ça, quoi. Enfin, oui, non, c'est évident. Et puis, alors, il y a une mélancolie sous-jacente assez permanente. C'est quelqu'un qui écrit finalement assez souvent sur sa vie de façon assez détournée. Quand le succès commence à le déserter dans les années 70, c'est un type qui a la tête pleine de théories littéraires et de projets. C'est-à-dire qu'à un moment, il veut écrire un livre par an, à chaque fois sur des thèmes complètement différents. Et c'est un petit peu ce qu'il va faire avec j'aime pas ce terme, mais des pitchs de romans qui sont parfois complètement sidérants. Western gothique. Oui, alors voilà, le monstre et Klein. Un privé à Babylone, c'est l'histoire d'un type qui c'est une histoire de privé, mais il a déconstruit totalement. Et je sais plus qui dit après. C'est difficile après de lire du roman noir après ça, parce que ça à la fois, il connaît très très bien les codes. Instinctivement, il va les recycler, les détourner, mais jamais méchamment. C'est aussi un type qui a l'art de la formule. Je me souviens d'ailleurs dans ce livre, il y a un moment il y a une affaire de prostituées qui sont tuées avec une qui est assassinée avec un coupe-papier. Elle a été égorgée. Et le flic dit quelqu'un devrait peut-être amener ce mec dans une papeterie et lui expliquer la différence entre une enveloppe et une pute, par exemple. C'est magnifique, quoi. Là, moi, il y a sur l'enfance, dans un de ses premiers romans, donc on a évoqué, qui s'appelle Sucre de pastèque. Pareil, il y a un petit passage qui est assez sidérant. Un matin, les tigres sont entrés alors que nous prenions notre petit déjeuner, et avant que mon père n'ait pu saisir une arme, ils l'ont tué, et ils ont tué ma mère. Mes parents n'ont même pas eu le temps de dire le moindre mot avant de mourir. J'avais encore à la main la cuillère de bouillie que j'étais en train de manger. N'aie pas peur, a dit l'un des tigres. On va pas te faire de mal. On fait jamais de mal aux enfants. Reste assis où tu es et on va te raconter une histoire. L'un des tigres a entamé ma mère. Il lui a arraché le bras d'un coup de dent et il a commencé à mâcher. Qu'est-ce qui te plairait comme histoire? J'en connais une belle de lapin. J'ai pas envie qu'on me raconte une histoire, j'ai dit. Très bien, alors, dit le tigre, et il a avalé une bouchée de mon père. Je suis resté assis là un bon moment, ma cuillère à la main, et puis je l'ai posée. J'ai fini par dire, c'était mes parents. On est désolé, dit l'un des tigres. Vraiment. Ouais, dit le tigre, on ferait pas ce genre de choses si on n'était pas obligé, si on n'était pas absolument contraint, mais c'est la seule façon qu'on puisse rester en vie. On est exactement comme toi, dit l'autre tigre. On parle la même langue que toi et on a les mêmes pensées, sauf qu'on est des tigres. Vous pourriez m'aider à faire mon calcul, j'ai dit. C'est quoi, dit l'un des tigres. Mon calcul. Ah oui, ton calcul. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir, dit l'un des tigres. 9 fois 9, ça fait combien? 81, dit un tigre. Et 8 fois 8, ça fait combien? 56, dit un tigre. Je leur ai encore posé une demi-douzaine de questions, 6 fois 6, 7 fois 4, etc. J'avais beaucoup de mal en calcul. Finalement, les tigres ont eu assez de mes questions et ils m'ont dit de ficher le camp. Très bien, j'ai dit, je vais dehors. Va pas trop loin, dit l'un des tigres, on n'a pas envie que quelqu'un monte ici nous tuer. Entendu. Ils se sont remis tous les deux à manger mes parents. Je suis allé dehors et je me suis assis au bord de la rivière. Je suis orphelin, j'ai fait. J'ai vu une truite dans la rivière, elle a nagé droit dans ma direction, et puis elle s'est arrêtée exactement à l'endroit où se termine la rivière, où commence la terre, et elle m'a dévisagé. Qu'est-ce que tu peux bien savoir des choses, j'ai dit à la truite. Moi, j'aime beaucoup les romans de la deuxième période, enfin, voilà, ceux après le succès, enfin, toutes les parodies. Il y a aussi Retombée de sombrero, qui est un des moins connus, qui est quand même encore une fois un pitch. C'est un sombrero qui tombe du ciel et dont la température se met à baisser dangereusement, et ça finit par déclencher une sorte de guerre mondiale, quoi, quand même. Donc,
on parle de la mort de Brettigan, on en parlait. On n'est pas obligé. Non, mais c'est un peu. Comme il nous reste un gros quart d'heure, il faut qu'on parle de sa mort. Il y a le Japon, hein, dans lequel il va au Japon en 76. Il y a un vrai intérêt pour le Japon qui va se retrouver dans ses bouquins et dans ses poésies d'ailleurs. Hein. Il rencontre sa nouvelle future femme. Le mariage est extrêmement bref. Comme j'ai dit tout à l'heure, elle va le rincer par la suite. Et puis bon. C'est un dépressif, c'est un alcoolique, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de substances, et puis c'est quelqu'un qui est... Ça, c'est pas avéré. Sur les substances, franchement, c'est pas avéré, ouais. Autant l'alcool, ouais, il n'y a aucun doute. Mais au début, enfin bon, on va pas faire un... Ouais, non. Bon, on va faire des concours de sur le plan littéraire. Restons sur le plan strictement littéraire, on va pas faire une liste. Mais en revanche, qu'il picolait énormément, ça, c'est certain, quoi. Enfin, voilà. Ça, personne ne conteste. Et puis qu'il avait un rapport aux femmes. Enfin, on sent dans le bouquin, c'est un idéaliste, quoi. Quand il raconte, il y a des scènes dans ses romans où il fait l'amour à des femmes et il décrit ça de façon très simple et très belle. C'est-à-dire, voilà, on était nus tous les deux, on s'est dit que c'était chouette, alors on a fait l'amour et alors c'était super. Et on sent bien que dans son esprit, tout devrait s'arrêter là, en fait, et que ensuite les emmerdes commencent, quoi. Et il n'arrive pas à gérer tout ça. Il y a quand même un petit carteron d'amis fidèles, mais voilà, à la fin de sa vie, quand on va découvrir son cadavre à Bolinas, c'est un certain nombre de semaines après sa mort. Donc il est quand même dans un état de solitude assez avancé. Alors j'ai vu que dans Wikipédia, ils disent une connerie, ce qui est vachement étonnant, c'est une révélation pour moi, parce qu'ils disent c'est le 14 septembre 84 que Brettigan laisse ses derniers signes de vie. Il a été vu par plusieurs personnes au restaurant japonais Chocho de San Francisco, dont on parlait tout à l'heure. Très alcoolisé, ça aussi c'est une grosse surprise. Il rentre chez lui à Bolinas en fin de soirée. Marcia Clay, donc une amie, dit l'avoir eu au téléphone peu après 23h. Brettigan prétexte devoir raccrocher pour retrouver un texte qu'il voulait lire à Marcia et cesse de répondre au téléphone malgré les multiples appels de Marcia. Dès ce moment, seul le répondeur réceptionne les appels, plus personne n'a de nouvelles de Brettigan. Blablabla. Et puis ensuite, voilà, dans Wikipédia, ils prétendent que ça s'arrête là, alors qu'en fait, on sait très bien qu'il y a d'autres amis qui commencent à téléphoner. Alors c'est marrant parce que les piles du répondeur commence à déconner, et donc la voix de Brettigan sur le répondeur est de plus en plus étrange comme ça. Mais surtout, enfin moi, mes sources me disent que il se suicide le lendemain de cet appel téléphonique, et il a Carpenter au téléphone. C'est la dernière personne à qui il parle, je crois. Et ensuite, il met la musique chez lui et il se tire une balle devant sa baie vitrée, après avoir dit à Carpenter je t'aime, je crois, ce qui est jamais un truc hyper rassurant quand c'est comme ça, à brûle pour point, hors contexte, quand on dit je t'aime et qu'on raccroche, voilà. Et bon, c'est une époque où aux États-Unis ça ne parle plus à grand monde, en fait, Brettigan. En France, j'ai pas les chiffres, mais il y a toujours eu, ça fait partie de ces auteurs comme John Fenton, qui sont des espèces d'auteurs qui ont une espèce de qualité un peu auteur pour ados éclairé, quoi, à 15-16 ans. Moi, c'est l'âge où j'ai découvert cet auteur-là. Je pense que j'ai pas été le seul. 10-18 a très fréquemment réédité ses bouquins, fait de nouvelles couvertures. C'est donc Christian Bourgois qui l'a découvert en France par l'intermédiaire de Gentier, je crois. Moi, l'histoire que Gentier me raconte, c'est que c'est lui qui a amené cet auteur-là. Et qui a fait une petite tournée promo en Europe. Bourgois a tout fait ensuite, là, effectivement, fait en grand format et en 10-18. Et c'est vrai que bon, et après, voilà, comme ça arrive avec des auteurs de fond, même aussi importants que Brettigan, il y a bien entendu des petits moments où tel ou tel 18 va être épuisé pendant 2 ans, pendant 3 ans. À ce moment-là, c'est un grand format qui est disponible. Enfin, ça, c'est la vie de l'édition. Mais c'est vrai qu'à la différence des États-Unis où il y a eu 15 ans où on trouvait plus ces livres, ils n'étaient plus édités, quoi. Enfin, ça n'intéressait plus personne. Bon, bah, la France, ça a été un peu différent, ce point de vue-là, découverte plus tardive, bien entendu, surtout à cette époque-là où, malgré tout, la transmission n'était pas aussi vive qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas des gens qui traduisaient un livre l'année suivant
son apparition aux États-Unis, hein, par exemple. Hein. Ça devait arriver, ça. tu- Faulkner, ça arrivait. Oui, Faulkner, il était traduit quasiment en Oui, direct mais, sur certains mais livres. c'était quand même plutôt l'exception. Tu vois, souvent, après, il y avait, voilà, il fallait que ça se perce. Et c'est vrai que ce qui est, enfin, poignant. Alors moi, j'ai pas lu la grosse biographie, mais je le vois même dans ce qu'en dit Guy Sabot, c'est il y avait ce côté étonnant qui se recoupe par d'autres témoignages. Hein, c'est que à la fois y compris dans ces phases de dépression profonde, qui étaient assez structurelles, vraisemblablement, puisque même dans les moments où ça allait bien, visiblement, Richard Brautigan se posait des questions à ce moment-là métaphysiques. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de questions concrètes, il se posait des questions métaphysiques. Et s'il avait trouvé des vagues solutions métaphysiques, c'était à ce moment-là des problèmes concrets qui revenaient. Donc il y avait quand même toujours des problèmes. Mais qu'il gérait avec une façon c'était quelqu'un qui était capable de crise de colère, mais très brève. Extrêmement forte, notamment dans son Range du Montana, il y a quelques anecdotes assez savoureuses, ou tristes, hein, suivant le point de vue, mais bref, c'est quelqu'un qui oubliait en fait les choses. Alors ça, c'est peut-être l'alcool, hein, c'est possible, mais qui était très généreux. Ça, tout le monde s'accorde pour dire ça. C'est quelqu'un qui avait vraiment été dans la dèche, dont à mon avis, bien peu de nous ont quand même il dormait dans des abribus à un moment. Il dormait vraiment, dans les années précédant le succès de La pêche à la truite en Amérique, il était vraiment, mais c'était un clochard hype, quoi, mais c'était un clochard, le personnage à peine céleste. Le personnage du détective privé dans Le Privé à Babylone est assez inspiré et assez autobiographique, en fait. De ce qu'il vivait en 63-64. Il y a vraiment une période où il passait du temps à regarder dans les cabines téléphoniques s'il ne restait pas des pièces de 1 cent ou 5 cents. Il récupérait des bouteilles. Et dans ce roman, il y a un truc merveilleux, c'est qu'à un moment, il est complètement, sa logeuse n'arrête pas de l'emmerder en disant qu'est-ce que vous me payez le loyer. Et donc il en peut plus, il sent que ça va craquer, et donc il trouve un stratagème. La 10e fois où elle vient frapper à sa porte, il la prend dans ses bras, il dit du pétrole et tout, c'est génial. Elle fait quoi, du pétrole? Mon oncle, je sais plus quoi, a trouvé un gisement, je suis riche à millions, j'ai rien à foutre, je rachète votre immeuble et tout. Et donc il gagne 1 mois de tranquillité. Il y a une sorte de brouillard de cactus juste après. Moi, une des images que je garde aussi, dont j'aimerais bien parler, c'est l'idée que quand il arrive à San Francisco, il a son carnet tout le temps sur lui et il écrit entre 10 et 20 poèmes par jour. Et je trouve que tout ce qui suit dans sa carrière est sous cet auspice. C'est-à-dire c'est un poète, à chaque instant, il cherche la poésie. Et après, le sentiment qu'on peut avoir, même dans les romans qui détournent les romans de genre, hein, que ce soit Klein, que ce soit Le Privé à Babylone, que ce soit Willard, ses trophées de bowling, où il prend un genre ça, c'est de la partie roman. un peu sadomasochiste. Ouais. Hein, ça, Voilà, c'est ça. Il y a toujours le sentiment qui est extrêmement jouissif, je trouve, pour un lecteur, que chaque mot sur la page, même s'il n'y en a pas tant que ça, nécessairement, a été pesé. Et ça, c'est la force de la littérature de Brautigan, je trouve, par rapport au langage politicien, au langage économique, à la communication, entre guillemets. Là, on est vraiment sur une page qui est lourde, en fait, à chaque fois. Et c'est un truc, moi, je trouve ça étonnant parce que alors, ce qui était toujours marrant, c'est quand on lit certaines critiques, quand même, des poètes de la Beat Generation eux-mêmes, qui parfois ont eu des moments où ils prenaient la peine de dire des choses sur Brautigan, parce qu'effectivement, ils vendaient 100, 1000 fois plus qu'eux, quoi, dans ces années 67-70, quoi. Donc, ce qui, effectivement, pour des gens comme Ginsberg ou Kerouac ou Ferlinghetti, devait être potentiellement agaçant. Après, chacun a la grandeur d'âme qu'il peut, hein, mais c'était étonnant parce que dans la critique qui a été faite, il y avait que c'était du surréalisme à la petite semaine. Ce qui, venant de poètes de la Beat Generation, est quand même toujours assez comique, hein, comme critique, puisque surréalisme à la petite semaine, ils savent ce dont ils parlent. Mais sens caustique. Non, mais quand même. Mais après, c'est marrant. Tu serais pas en train de saper un pan entier de la mythologie américaine. Mais après, oui, après, il y a un peu de ça chez Brautigan. Il y a parfois des images, on se dit, elles surgissent de nulle part. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Pourquoi? On en a entendu quelques-unes, hein, même dans le peu qu'on a eu là, on sent qu'il y a des trucs, on dit. Mais en fait, on la regarde après cette image, on la réécoute, on se dit, mince, non, il y a rien de gratuit là-dedans, justement. C'est pas une table de dissection
de chez Lautréamont, c'est autre chose. Il y a un truc enfoui, on sent, et je pense que c'est pour ça que ça se lit, que ça se relit. Et moi, je trouve ça, c'est flagrant. Si tu veux, enfin, je sais pas si vous avez souvent cette expérience quand vous relisez, enfin, justement, de la poésie ou de la prose très poétique, ce qui est quand même le cas hein, de Brotigan, même, effectivement, ces explorations dans les genres sont quand même de la prose très poétique, quoi, très imagée. Et vous relisez ça à 20 ou 30 ans d'intervalle et ça fait un impact presque comme la première fois, c'est quand même assez rarissime. C'est aussi un mec qui a le don des titres et on trouve ça dans les poèmes aussi, mais dans les titres de chapitres de romans, c'est-à-dire que le titre est déjà un programme et parfois c'est le reste du texte c'est presque le développement. Là, je prends des trucs au hasard. Vers une fin en forme de grenade suivie de 300 000 fins par seconde. Un étang de Walden pour pochetron. La pêche à la truite en Amérique avec le FBI. Note sur la folie du camping qui déferle actuellement sur l'Amérique. Et je prends au hasard, hein, vraiment les trucs. Margaret encore et encore et encore. Là-dedans, vous risquez de vous perdre. Voilà quoi. Moi, et après, il y a encore Margaret, encore et encore. Et il a une place centrale dans l'intégrale. Et probablement sur cet aspect-là, moi, mon recueil préféré hein, de tout Brotigan, et c'est déjà la musique du titre. C'est un recueil de 1970. Il est à peu près au tiers et demi du volume, qui s'appelle quand même Rommel s'enfonce en Égypte. Ça, franchement, c'est juste du pur génie. Rommel drives them deep into Egypt. Ouais. Et ça donne, je résiste pas à l'envie de vous le lire parce que c'est, en fait, Rommel s'enfonce en Égypte, que le traducteur a choisi, je sais pas si c'est Nicolas Réchard ou l'un de ses deux compères, mais a choisi d'enlever le deep, c'est-à-dire le profondément en Égypte. La panique de 1942 quand Rommel s'approche du Caire, quoi. Mais, donc, c'est en fait, le titre, c'est simplement un titre du San Francisco Chronicle du 26 juin 1942. Avant donc la bataille d'El Alamein, au moment où Rommel va peut-être conquérir l'Égypte. Et le poème est assez court, hein, c'est 6 lignes. C'est Rommel est mort, son armée a rejoint les légions des sables mouvants de l'histoire où la bataille est toujours un écho métallique saluant une ombre rouillée. Ces tanks ont disparu. Comment va ton cul? Franchement, si c'est pas beau, ça... Tu vois, par rapport à ça, pour rebondir sur cette lecture, et aussi pour abonder en ton sens par rapport au beatnik, que par ailleurs je trouve très intéressant. Ouais, moi aussi, hein, Mais il y a rétrospectivement, peut-être je tiendrai un discours différent dans 5 ans, mais c'est vrai que quand on relit Brotigan, il y a une dimension humoristique, c'est quand même poilant quasiment à chaque page. On aurait peut-être dû commencer par ça et on pourrait peut-être finir par ça. C'est vraiment super marrant tout le temps. Que ce soit, enfin tous, on peut tous les énumérer. Il y a cette dimension ironique qui, à mon avis, va traverser le temps parce que, alors, finalement, les poèmes, paradoxalement, sont presque finalement sont les plus sérieux. Ouais. Alors que quand il commence à construire des romans, à assembler comme ça par agglutination de vignettes, il commence à raconter des récits qui sont finalement propulsés de l'avant par ce qu'il raconte pas, par le non-dit, par des trous, il est poilant constamment. Là, petit extrait où alors c'est dans le Général sudiste, un échange entre le narrateur et un mec qui s'appelle Lee Milon. Cher Lee Milon, la fille et moi sommes en train de nous rabibocher. Ces derniers jours ont été délicieux. Peut-être que je vais l'amener avec moi à Big Sur. Elle s'appelle Cynthia. Je crois qu'elle te plairait bien. Au fait, ta dernière lettre semble fortement indiquer la naissance d'un style littéraire prometteur. Et là, le mec répond, style littéraire, mon cul. J'ai l'estomac plein de viande de cerf, de sauce et de biscuits. Cynthia, laisse tomber, trou du cul. Cynthia, c'est bien toi qui arrête pas de m'envoyer ces épiques larmoyantes à la con sur Cynthia. Tu crois vraiment que Cynthia pourrait me plaire? Tu vois ça d'ici. Cynthia? Oui, Lee, c'est ton tour d'attendrir les ormeaux. C'est vraiment mon tour, Lee, tu en es sûr? La peur et les dégoûts envahissent sa voix. Et oui, Cynthia, les ormeaux t'appellent. Ils exigent d'être attendris. Oh non, Lee, non, non, non. Fidèlement, Lee Milon. Ouais, dans le même recueil, c'est pour ça que les poèmes sont peut-être la partie la plus sérieuse, en fait. Ouais, c'est ça. T'es-tu déjà senti comme une vache blessée, à mi-chemin du four et du pâturage, marchant hagard vers le livre de cuisine de 2 jours d'une maîtresse de maison enceinte de 17 ans? Et ça, c'est la partie sérieuse. Non, mais là, on sent, si tu trouves pas ça sérieux, je sais pas ce qu'il te faut. Les métaphores, il y a l'art de surcharger la métaphore, de la filer jusqu'à ce que le tout s'écroule. Ouais. Et là, très beau, tu vois,
en plus, le haïku, c'est quelque chose qu'il a pratiqué, mais beaucoup plus tard dans sa vie. Et à l'époque de ce recueil, 1970, il ne connaissait pas, enfin, la forme haïku. Mais il y a quand même des choses qui sont énormes, et qui sont pas en forme canonique, hein, de haïku. Mais ce poème de 3 lignes s'appelle Ouvre-boîte critique. Il y a quelque chose qui cloche dans ce poème. Pouvez-vous le trouver? Moi, je trouve ça beau. Et donc, c'est quand même étonnant, tu vois, quelqu'un comme ça, dont je pense qu'on a vite fait, bon, la critique américaine sur ça, enfin, jusqu'à très récemment, a été quand même, le moment Assassine, le renvoyant toujours quand même à l'image d'un espèce d'adolescent attardé, dépressif, un peu chanceux, qui juste s'est trouvé à San Francisco, à Itachebury, au bon moment, là où il y avait tous ces adolescents décérébrés qui venaient refaire le monde avec des fleurs dans les cheveux et plein de drogue. Là, ça, c'est quand même la vision canonique de Brotigan. C'est pas celle qu'on a en France, globalement. C'est plus celle qui prévaut aux États-Unis aujourd'hui, mais ça a été le cas pendant 30 ans. Et notamment, ça a été celle qui a prévalu peut-être à un moment clé de son histoire, entre 1975 et 1985, et qui a peut-être fini par jouer un rôle non négligeable dans le fait qu'il s'introduise à la fin un canon de 44 Magnum dans la bouche, bon, et qui presse la détente, avec des balles dans le barillet. Enfin, mais c'est, moi je trouve incroyable quand on parcourt, ce que honnêtement j'avais pas fait depuis plus de 20 ans, hein, mais de parcourir sa poésie, dont là on a vraiment cet exemple. Enfin, c'est pas un exemple, c'est une intégrale. Pourquoi je dis un exemple? Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Il y a tout, il y a sa poésie. Accessoirement, c'est sans précédent dans l'édition mondiale. Ouais. Hein. Jamais les poèmes de Brotigan ont été rassemblés entre 2 couvertures. Hein. Donc là, c'est bilingue, mais même en langue anglaise, c'est encore jamais produit, en fait, mine de rien. C'est un éditorial. Mais quand on met bout à bout ces textes, les romans, enfin tels qu'on peut les connaître, on se dit c'est incroyable, ce type, voilà, qu'on dépeint comme quelqu'un de très monomaniaque et finalement de très simple, en fait une palette qui a une couleur, une vraie couleur, oui, on doit pouvoir reconnaître du Brotigan comme ça, quand on tombe dessus à l'improviste, et en même temps c'est d'une variété, d'une richesse, enfin, moi ça me bluffe, quoi, vraiment, hein, je me dis... j'étais cet après-midi dans le monstre de Oakline, je me dis, mais il y a encore de la beauté là-dedans qui est différente. Oui, parce que le paradoxe, c'est que c'est quelqu'un qui est assez facile d'accès et qui en même temps est cultivé sans du tout le montrer. Mais les références sont constantes, que ce soit Baudelaire, que ce soit Mark Twain, que ce soit Walt Whitman, etc., etc. Finalement, ces références, il les met en avant pratiquement et il les détourne, il les retourne comme un gant parfois. Oui, parce qu'après, c'est ses amis qui le disent pour lui, parce que lui, c'est pas tellement exprimé directement sur ça, en tout cas pas par écrit. Jamais. C'est Marc Chentier qui faisait remarquer que il n'a jamais donné la moindre interview de son vivant sur son art, sur son écriture, de sa mort non plus. Ouais. Et il ne s'est jamais exprimé sur l'aspect littéraire de son travail. Mais apparemment, de ce que disent certains des amis et des biographes, c'est qu'il avait quand même, oui, un complexe qu'il essayait de surmonter de son mieux. Mais c'est quelqu'un qui venait vraiment, c'est même pas de la rue. La rue, il y arrivait seulement quand il arrivait à San Francisco. Il était dans le mélange de ce qui a été évoqué tout à l'heure. Enfin, le ruisseau, les abandons, enfin, entre les beaux-pères qui tabassaient et sa mère, qui vraiment l'abandonnait, quoi. Enfin, genre mais comme on abandonne un chien sur une aire d'autoroute, quoi. Enfin, vraiment c'était ça, et c'est ce qu'il a vécu pendant des années, quoi. Ce que tu dis là sur la culture et l'humilité du mec, le monstre de Oakline, roman historique mêlant le gothique et le western, paru en 74, fut suivi en 75 par Willard et ses trophées de bowling, qui associent les registres du mystère et de l'érotique SM. Entre autres singularités de Willard, il faut souligner les références à l'anthologie grecque que Bock, le sadique amateur, lit à voix haute jusqu'à sombrer dans le désespoir. Cet épais recueil d'épigrammes, poèmes, chansons et fragments grecs fut établi par Méléagre au cours du 1er siècle après Jésus-Christ, puis augmenté par Constantin Céphale au 9e siècle et révisé et classé en 16 sections thématiques au 20e. Brotigan en possédait une édition et se plaisait à en déclamer des extraits à ses visiteurs, recommandant à ses confrères ce qu'il appelait des modèles de brièveté, de concision émotionnelle, qualité qu'il trouvait aussi dans les haïkus et recherchait dans sa propre poésie. Donc les trucs viennent pas de la lune, quoi. Mais par contre, c'était effectivement, je sais pas si on l'a vraiment souligné, mais d'une grande, on le sent de toute façon, mais une grande humilité, quoi. Moi, c'est une chose que je trouve frappante, ouais. Ça, c'est le type, il avait zéro culture au départ, là où franchement, presque tous ses potes ou amis, justement poètes, écrivains, voilà, le terme est pas le bon, tu disais tout à l'heure, c'est pas l'intelligentsia, mais quand même, voilà, c'est l'idée générale, les gens qui savent un petit peu,
tous, ils avaient quand même fait des études, ils connaissaient tout ça, lui, rien. Et il était complètement obsessionnel, Brotigan, dans sa façon, justement, d'aborder des choses et de se nourrir, d'apprendre des choses. Où là, voilà, le type, il allait sortir un recueil grec du 1er siècle, et puis il allait le bouffer, mais intégralement, et être capable ensuite de le digérer, et de le ressortir dans un truc de prose poétique. Alors qu'à côté de ça, il y avait des gens qui, eux, avaient digéré des masses de cours sur la littérature, puis qui, à côté, font des poèmes... et là, je vais pas citer de nom, parce qu'en plus c'est enregistré. Enfin voilà, des poètes qui ont pas le même mélange. Parce que la plus grosse critique qu'on lit, qu'on entend encore parfois sur Brotigan, ouais, c'est vraiment du truc pour ados. Et en fait, franchement, alors, on est tous un peu des ados, enfin j'espère, parce que sinon c'est triste pour le monde. Mais quand même, quand on lit ça là, quand même. Un âge qui commence à être assez canonique, bah non, c'est pas pour ado, quoi. C'est qu'il y a effectivement une espèce de puissance et de fraîcheur, puis en même temps, il y a il y a quelque chose qui est assez magique, quoi. Et je trouve que c'est pas évident, enfin, de la poésie des années 60 qui résiste comme ça, en profondeur, à la durée, au passage du temps, franchement, il n'y en a pas tant que ça, en réalité. Il y a un tout petit poème, entre guillemets, que je dirais bien, là, sur la force, la croyance qu'il avait dans la poésie, et à juste titre. Ça s'intitule « Et en fait, c'est ça le truc !» C'est dédié à Jeff Shepard. Pas de publication, pas d'argent, pas d'étoiles, pas de cul. Un ami est venu à la maison il y a quelques jours et a lu un de mes poèmes. Il est revenu aujourd'hui et a demandé à relire le même poème. Après avoir fini de le lire, il a dit « Ça me donne envie d'écrire de la poésie. » C'est magnifique. C'est presque une phrase de conclusion, ça, je trouve. C'est quasi ça, quoi. Ouais. Buvons un coup. Ben voilà, je pense. N'hésitez pas à continuer la discussion. Il y a des gens qui posent des questions. Pardon. Vous avez parlé tous les trois du succès qu'il a connu, mais d'où est venu ce succès? Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, je croyais l'avoir évoqué, mais brièvement, c'est-à-dire que il se trouve qu'il y a une conjonction, en tout cas c'est ce que disent, c'est ce que lui reconnaît, c'est ce que disaient aussi ses détracteurs, c'est que le 67, enfin la période en gros de mi-66 à fin 67, début 68 à San Francisco a été vraiment le pic en fait de ce qu'on a appelé plus tard le Flower Power, mais qui était vraiment le mouvement de Haight-Ashbury, où en fait il y avait vraiment des jeunes en goguette, en recherche d'autre chose, etc. Donc que plus tard on a appelé les hippies, et puis donc de ce qui était un peu plus structuré dans les circuits alternatifs de Haight-Ashbury, qui a vraiment fait une espèce de bulle magique à San Francisco. Enfin c'est l'été de 67, et Brotigan était à la fois vraiment dans la rue à ce moment-là, pour ce qu'on a évoqué tout à l'heure un peu à demi-mot, il était encore dans un statut pas très au-dessus d'un redistributeur d'Emmaüs, en réalité. Les Diggers, il y avait une part poétique qu'il n'y a pas tous les jours chez Emmaüs aujourd'hui, mais qui était quand même dans la même idée générale. Et il a ce côté, il était présent lui dans la rue. Il était quand même pas comme d'autres poètes de la Beat Generation qui avaient à ce moment-là malgré tout 10 ou 12 ans de plus que lui, qui étaient un peu plus installés, qui parlaient plus à la théorie peut-être qu'au ressenti de la rue. Et donc il a été pris comme icône, et ses poèmes qui étaient au départ distribués ont fait qu'il y avait une espèce de mouvement un petit peu spontanéiste qui venait de la rue, et ses amis quand même, ses amis de cloches littéraires, mais de cloches quand même, qui ont su convaincre la Fondation Four Seasons qu'il fallait absolument publier ça. Et après, il y a eu un embrasement qui est parfois qui était favorisé par le fait qu'il y avait une densité de gens à San Francisco à ce moment-là. Enfin, ce que disent les différents biographes et même ce qu'évoquait tout à l'heure Nicolas, c'est vrai que quand on finit par parler de Brotigan en 1968, on a un écho de ce que ça a pu être finalement le Flower Power à San Francisco. Mais sans rentrer dans les détails ni de musique, qui était évidemment essentiel, ni de politique, mais simplement de pratique de la rue, qui s'appelait d'ailleurs pas sit in, mais be in. Fallait être là, quoi, où il y avait, mais c'était massif, et où c'est tous ces micro-pouvoirs d'achat additionnés, en fait, parce qu'ils étaient tous microscopiques, les gens étaient pour la plupart très fauchés, mais à la fin, acheter des recueils qui coûtaient quand même pas grand-chose, ça a fait le... Et après,
Ah, le reste, moi, j'en sais rien, ça devient de l'histoire éditoriale, hein, mais... Bah, enfin, à un moment, bon, lui déjà, il se donne beaucoup. C'est un mec qui a toujours fait des rencontres en librairie, qui a pas ménagé ses efforts pour, voilà, Vraiment pour présent. aller au devant des lecteurs. Mais quand ça commence à marcher, qu'ils éditent ce recueil de 3 romans, là, il commence à y avoir des articles sur lui dans Vogue, dans Playboy. Enfin, voilà, la presse américaine à ce moment-là est vraiment présente, hein, Rolling Stone et tout. Mais il faut dire que c'est un mouvement, il est sur la crête d'un mouvement plus général, où en gros, la côte Est américaine se rend compte qu'il se passe un truc... sur la côte Ouest. Et donc les articles se multiplient. Oui, ils sont contents, ils en tiennent un, quoi. Donc ils se disent, voilà, ça va être lui. Oui, non, mais lui, il est pris dans ce remous. Oui. Et effectivement, les articles qui paraissent dans le New York Times à l'époque drainent toute une population de toute l'Amérique des jeunes qui viennent au Haight-Ashbury, à San Francisco, mais en particulier pratiquement dans un quartier, voir ce qui se passe. Et donc là, c'est un phénomène qui se nourrit de lui-même. Et voilà, donc indirectement, il profite complètement de ce phénomène sociologique. Quoi. Ce qui lui est énormément reproché justement par ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, par les deux pans en fait, c'est-à-dire par ceux qui se trouvent plus authentiques que lui parce que finalement plus pur et dur et ne surfant pas sur la vague, et puis par ceux au contraire plus critiques littéraires de la côte est qui disent ouais mais ça n'a pas de valeur littéraire, ça, enfin c'est pas nourri des canons de ce que la littérature américaine produit depuis 30 ou 40 ans. Et donc ça n'a pas de valeur, quoi. Et il va se retrouver quand même beaucoup pris, et c'est une de ses fêlures intimes, ce qui ressort quand même des confidences des proches, c'est que c'est quelque chose qu'il a travaillé jusqu'à la fin. C'est merde, je vends, si je vends beaucoup, on m'en veut parce que je vends beaucoup, et puis si je vends pas, c'est parce que je suis nul. Qu'est-ce que je suis, j'essaye, enfin. Et avec une certaine sincérité, même si le type était visiblement capable aussi, hein, mais qui ne l'est pas, mais d'un certain cabotinage, enfin, bien sûr. Et puis après, je pense qu'on peut pas impunément grimper sur quelques millions de dollars sans, enfin. Et d'après témoignage de certains amis, il a su quand même garder beaucoup d'humilité dans plein d'endroits stratégiques par rapport à ça, mais parce que le type, par rapport aux autres écrivains, il était quand même fabuleusement riche hein, pendant un certain moment. Quoi. Donc c'était quelque chose de compliqué, et il était peut-être pas non plus aussi équipé humainement hein, pour affronter ça. Le type il a été abandonné 2 fois par an par sa mère pendant ses 10 premières années. Quoi. Enfin, c'est aussi une expérience quand même un peu éventuellement troublante. Quoi. Voilà. Sur le début de sa carrière, j'ai vu avec apparemment il y a un événement déclencheur. Les milieux artistiques à San Francisco organisent un festival informel en squattant un hangar sur les docks, et les auteurs viennent lire des textes spontanément. Et donc Yann le fait, il rencontre un succès phénoménal, et apparemment c'est le moment où il commence à trouver son public. C'est vous. Je sais pas. Moi j'ai vaguement entendu parler de ça. Ouais, moi c'était un des éléments, mais il y a aussi des versions plus structurées, il y a des versions plus volontaristes. Enfin, c'est un des éléments, quoi. Enfin, presque sur cette période-là, hein, sur la période 50, quand il sort de l'asile, en fait, à Salem, et le moment où il est installé à San Francisco, et il commence à y avoir beaucoup de témoins qui ont pu être visités par les bibliographes. Il y a une période de 2 ans qui correspond à son installation à San Francisco, qui reste un peu mythologique quand même, parce que les témoignages réels sont peu nombreux, en fait. C'est aussi le moment où l'activisme socio-politique se mêle à l'activisme littéraire, enfin, ce qui est assez unique hein, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a plein, effectivement, de performances artistiques. D'ailleurs, il y a 8 petits poèmes là-dedans qui s'appellent S'il vous plaît, plantez ce livre, je crois. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Qui était à l'époque imprimé sur des sachets de graines et qui distribuaient gratuitement, quoi. Hein, donc, il fait plusieurs fois des trucs comme ça un peu bizarres. Et donc, sans vouloir empêcher les questions, mais il faudra pas hésiter, on peut continuer à discuter encore un bon moment, hein, la nuit est jeune, mais simplement, ayez en tête que ce recueil propose quand même une tranche de vie, certes d'une personne, hein, et d'un grand auteur qui est Richard Brautigan, mais entre les toutes premières choses qu'il a écrites et puis les choses qu'il a écrites finalement assez peu de temps avant sa mort, il y a 30 ans quasiment d'une période assez fascinante de ce qu'a pu être le mélange entre la littérature, la contre-culture et la politique, hein, et le lien en fait aux autres et à ce qu'on est soi-même. Et sur 30 ans, c'est vraiment une tranche de vie complètement magique, quoi, ce livre. Et peut-être plus finalement que
L'autre solution étant de lire l'ensemble des romans de Brotigan, mais ce à quoi je vous encourage également, bien Oui, entendu. Moi hein. aussi, je confirme. Voilà. Mais, Il faut les lire tous. mais voilà, c'est Qui sont magnifique. en vente ici, tous. Ouais, tous ceux qui sont quantité. disponibles sont là. En tout cas, lisez Brotigan, relisez Brotigan si vous l'avez déjà lu. Apprenez-le par cœur. Et voilà, et n'hésitez pas à en déclamer dans la rue de temps à autre. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à vous. Et... Merci à vous. Merci. Vas-y, dis-toi.